La rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent tournait surtout autour de la question de savoir comment la Chine peut acheter des produits agricoles aux États-Unis. En gros, il s'agit surtout du soja, où les États-Unis ont été remplacés par d'autres pays, comme le Brésil par exemple. Et je pense qu'un des points les plus importants, c'était le détroit d'Ormuz. Donald Trump voulait que la Chine fasse quelque chose à ce sujet. Mais ils n'ont rien dit, ils n'ont rien mentionné sur le système de péage, le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz. Ils ont simplement dit qu'il devait rester ouvert, la démilitarisation du détroit, alors qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui le militarisent. Oui. Et toi, Andrei, comment tu as perçu ça? Parce qu'on voit bien, je dirais, que la Chine d'aujourd'hui est très marquée par les deux guerres, celle en Ukraine et celle au Moyen-Orient. Et ça place la Chine dans une position différente pour rencontrer Donald Trump à Pékin. Quelle est, selon toi, ta lecture de ce qui s'est passé? Ma compréhension repose aussi sur ce fait, et ce n'est pas une rumeur. Il y a, disons, une sorte de navette diplomatique, ou de jeu en solitaire, si on veut, dans le sens où la Chine aurait fait pression sur l'Iran pour qu'il conclue un accord, quel qu'il soit, avec les États-Unis, afin de rouvrir le détroit d'Ormuz. Parce qu'environ un quart de l'énergie qui alimente la Chine passe par là. La Chine est dans une position précaire, parce que, malgré tout son discours de puissance, la réalité, c'est qu'elle a besoin d'énergie, beaucoup d'énergie. Bien sûr, il y a la Russie, avec son gaz, son pétrole et tout le reste. Mais quand même, que faire? Comment remplacer en gros un cinquième de sa consommation énergétique? Et tout ce qu'on entend sur le charbon chinois, j'en ai parlé hier avec Garland Nixon, je disais que la Chine a du charbon de très bonne qualité. Le problème, c'est qu'il n'est plus facilement exploitable. Il faut aller toujours plus profond, et certaines mines descendent à plus d'1 kilomètre, voire davantage. C'est une profondeur énorme, et ça coûte très cher. Quant aux énergies renouvelables, évidemment, comme je l'ai déjà dit hier, on entend souvent « oui, la Chine est en tête sur les renouvelables ». Mais est-ce que quelqu'un a regardé la part réelle de ces renouvelables? L'hydroélectricité est considérée comme une énergie renouvelable. Mais en réalité, une immense majorité de ces soi-disant renouvelables, c'est de l'hydroélectrique. Tout ce qui est solaire, éolien, et le reste, c'est surtout pour la consommation du grand public, qui ne comprend pas les bases de la physique. Donc la Chine se trouve dans une position assez précaire sur ce point. Et si c'est vrai, et j'ai tendance à penser que ça l'est, que la Chine faisait pression sur l'Iran pour favoriser une sorte d'accord entre les États-Unis et l'Iran, évidemment, on sait que ça concerne aussi Israël et les pays du Golfe. Eh bien, ce n'est pas très surprenant. Disons-le comme ça, c'est un très bon indicateur de la position réelle de la Chine, dans le sens où, évidemment, elle suit ses propres intérêts nationaux, et c'est tout à fait normal qu'elle veuille calmer le jeu. Mais on ne va pas là-bas pour prêcher. Vous voyez, tout ce discours du genre « le meilleur des hommes », façon hippie. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on commence à voir maintenant un changement très intéressant dans la rhétorique iranienne, qui devient de plus en plus pro-russe. Si vous regardez, je pense à la déclaration récente d'Arakchev, qui a dit que la Russie est en quelque sorte le garant des intérêts de l'Iran. C'est rare qu'ils disent quelque chose comme ça, vous voyez. Et ensuite, on commence à voir une activité énorme, une vraie relance de la route de la mer Caspienne entre la Russie, qui existait déjà, bien sûr, mais qui maintenant a clairement pris un sérieux coup d'accélérateur. Donc c'est une dynamique très complexe. Et encore une fois, ne vous y trompez pas. Je comprends bien que pour la Chine, la question la plus importante, en dehors de l'énergie, c'est Taïwan. Et devinez quoi? Marco Rubio. Oui, c'est là que c'est assez ironique. Les États-Unis reconnaissent officiellement
la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Mais c'est une chose de faire quelque chose officiellement et tout à fait autre chose de le faire de manière totalement officieuse. Et c'est exactement ce que fait l'Occident dans cette opération militaire spéciale. Il soutient, en réalité, leur mouvement, disons irrédentiste si on veut, celui des Taïwanais. Et il appuie toutes sortes de partis qui s'opposent aujourd'hui à ce qui, à l'origine, a donné naissance à une forme d'indépendance de Taïwan. Donc, rien n'est réglé ici. Et Marco Rubio l'a dit très clairement aujourd'hui. Il l'a déclaré publiquement, on peut l'écouter, et il a manifestement dit « Bon, nous connaissons leur position, ils connaissent la nôtre. Point final. » Non. Et c'est bien là le problème. Peu importe le nombre d'avantages économiques que vous essayerez d'offrir, ce qui est important bien sûr, personne ne dit le contraire. La réalité, c'est que leur intérêt national, leur fierté nationale, leur identité, tout ça passe avant. Et surtout, il y a cette unité culturelle. Qu'est-ce que Taïwan, au fond? Ce sont des Chinois, c'est ce qu'ils sont. Je veux dire, ils sont Chinois, d'accord? Donc c'est une situation vraiment très particulière. On pourrait dire que c'est un problème à 3 corps, voire à 5 corps, pour reprendre une image, et personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer maintenant. On peut en gros deviner la tendance générale, mais la Chine fait aussi face à des défis. D'autant plus qu'une partie de l'élite du parti chinois, et notamment les élites du Sud, dans les provinces méridionales, sont très pro-occidentales et très rebelles. Ils veulent en gros suivre la trajectoire des États-Unis. Ils admirent l'Occident dans son ensemble, malgré les signes évidents du contraire dans ce qu'on voit aujourd'hui. Du coup, Xi se retrouve avec une situation très complexe entre les mains. Il y a eu, bien sûr, des purges et toutes sortes de mesures pour faire le ménage, remettre de l'ordre, en quelque sorte. Mais jusqu'où cela va continuer une fois qu'il quittera son poste? C'est difficile à dire. C'est un homme très puissant, ça ne fait aucun doute. Peu importe à quel point il lutte contre la corruption, peu importe combien de personnes ils écartent, parfois même en les emprisonnant, ça reste un pays immense et très peu cohérent. En gros, vous savez, j'ai fait toutes sortes de choses. Je ne suis pas psychologue, je suis un spécialiste, mais pas dans ce domaine. Je ne lis pas le chinois, donc je ne peux pas juger par moi-même. Mais d'après ce que j'ai entendu de vrais sinologues, des gens qui vivent là-bas ou qui ont vécu pendant des années, ils parlent chinois, cantonais, enfin bref, tous ces dialectes, eh bien, ils disent que c'est une société très peu cohésive, avec toutes sortes d'ethnies et de particularités de ce genre. Et évidemment, c'est très difficile de maintenir ce pays uni, comme le fait Xi et le Parti communiste chinois. Combien de temps cette trajectoire va durer? C'est difficile à dire, mais il y a bien sûr certains avantages pour la population. Mais encore une fois, comme vous le savez, surtout dans des pays comme celui-ci, la situation n'est pas toujours ce qu'elle paraît, vous voyez. Donc, on a M. Poutine qui va se rendre très bientôt à Pékin et ce sera une façon de faire le point sur ce qui se passe. Parce que l'Iran occupe maintenant une place tout aussi importante, enfin pas tout à fait égale, mais disons une place très importante, juste derrière, pour la Russie. Visiblement, il se passe quelque chose dans leurs relations. Et il faut comprendre, pour vous donner un exemple de ce qui se passe, que des manpads chinois ont été repérés et saisis par les forces ukrainiennes. La Chine continue de fournir aux forces ukrainiennes des manpads et toutes sortes d'équipements de ce genre. C'est un peu... Voilà, vous voyez, il y a des questions à se poser, clairement. Il y a des problèmes. Il a dit que Donald Trump avait affirmé que la Chine, que Xi lui avait dit qu'il n'allait pas envoyer d'armes à l'Iran. Mais après tout, l'Iran n'a pas besoin d'armes chinoises parce qu'il mène simplement sa propre guerre.
Oui, et il y a certains systèmes qui ont été livrés par la Chine, ça on le sait. Donc, quoi qu'il ait été livré, et encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'il a été, on sait ce que la Russie a livré. Ça, c'est assez évident parce que même les Iraniens ne le cachent pas. On voit ces MiG-29 modernisés, presque au niveau des MiG-29 SMT. Ils ont ce nouveau radar Juke Beetle. Ils peuvent engager des cibles à très longue portée. On voit des Mi-28 qui volent là-bas, des Su-35 aussi. Donc on le voit, on sait que c'est là, on sait ce qu'il y a. Avec la Chine, on sait qu'ils ont fait voler des avions équipés de quelque chose, mais visiblement, tout ce qui a été négocié entre la Chine et l'Iran, ils veulent le garder secret. La raison pour laquelle ils veulent garder tout ça secret, c'est que la Chine considère toujours les États-Unis non seulement comme un concurrent, mais comme un vrai rival. Et je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais employer ce mot. La Chine a encore peur des États-Unis sur le plan militaire. Et je le sais, je ne suis pas sinologue, mais je connais assez bien les forces armées chinoises. Donc, il y a des éléments que la Chine doit prendre en compte dans ce cas précis. Malgré certains succès, ils avancent clairement sur beaucoup de choses. C'est vrai, ils ont eu des réussites, aucun doute là-dessus. Mais la Chine sait très bien, disons-le comme ça, qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle essaie de le faire croire sur le plan militaire face aux États-Unis. Mais si c'est le cas, ils ont besoin d'alliés. Ils ont besoin de path qui soit. La Russie, oui, c'est évident. Et puis n'oubliez pas, vous le savez sans doute, j'ai été stupéfait il y a quelques années, pas beaucoup, 3 ans peut-être, 2 ans et demi, quand cette information a commencé à circuler. Pas dans les grands médias, évidemment, je ne les lis même plus, mais plutôt dans des médias d'autres pays, un peu plus objectifs. Et c'était à propos de ce fameux accord d'investissement entre la Chine et l'Iran, évalué à 400 milliards de dollars. C'est énorme, très important. Et en fait, il y a eu de la résistance du côté iranien. La raison, c'est que, évidemment, la Chine disait « Nous, on arrive avec cet argent ». Et la Chine, c'est un pays riche, avec beaucoup d'argent. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils voulaient réduire, voire retirer complètement, le projet qu'ils menaient là-bas pour limiter au maximum la participation iranienne. Tout ça, c'était surtout une question d'argent et de profit pour la Chine, pas vraiment pour l'Iran. Bien sûr, l'Iran en tirait aussi des avantages, d'une certaine manière. Et je comprends, j'ai lu ça, y compris dans la presse russe. La presse sérieuse, pas n'importe quel média. Je parle de sources d'analyse russes que je respecte, que je considère comme fiables. Et elle disait que les Iraniens, en réalité, commençaient à résister un peu, en disant « Très bien, mais nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on y gagne ?» Quelle est notre participation? Et puis c'était plutôt « Non, 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 on va le faire nous-mêmes et on en sera pleinement propriétaire. » C'est ça, le fond du sujet. Donc dans ce cas précis, c'est pour ça que si vous écoutez attentivement, si vous suivez la presse, les infos, tout ça, eh bien cette ceinture, cette route, cette nouvelle route de la soie de la Chine, elle existe encore, mais pas vraiment. Pour vous donner un exemple, les terminaux finaux de cette nouvelle route de la soie, c'était évidemment l'Europe, qui à l'époque était censée être quoi? Solvable, prospère, une société du premier monde, avec un niveau de dépenses capable de soutenir ce genre de capacité industrielle démesurée de la Chine. Eh bien, devinez quoi? L'Europe s'appauvrit. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est incroyable. Du coup, la Chine se retrouve face à ce problème sérieux, parce qu'évidemment, elle doit maintenant se tourner vers l'Eurasie, qui est en plein développement. Et le continent eurasien sera plus prospère que l'Europe d'ici quelques décennies.
C'était d'ailleurs l'un des éléments fondateurs de l'expansion économique chinoise. Voilà. Et cette dynamique, vous n'en entendrez presque jamais parler, sauf quand il s'agit de critiquer la Chine. Ils adorent critiquer la Chine. Moi non. Mais je dois quand même dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des enjeux. Et Vladimir Poutine, évidemment, s'envole pour Pékin. And Vladimir Putin obviously flies to Beijing, not only to because obviously we know that. Et pas seulement ça, parce qu'on sait bien que Trump voulait que la Chine facilite une sorte d'accord entre les États-Unis, Israël et les Iraniens. Les Iraniens ont déjà dit que c'était hors de question. Et ça, c'était un revers pour la Chine, parce que la Chine voulait s'imposer comme médiateur. Pas question. Les Iraniens ont été très clairs là-dessus. Que dire? C'est un problème à 525 dimensions, si on peut dire. Il faut jongler avec tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Voilà la situation. Et évidemment, il y a aussi la question de Taïwan, et en gros, l'échec avec l'Iran. L'Iran, évidemment, ne va pas faire de compromis sur son contrôle du détroit d'Ormuz. Et je crois que c'était Araghchi. Non, c'était pas Araghchi. C'était l'un des généraux, en gros, des gardiens de la révolution. Il a dit, on va gagner plus avec le commerce à Ormuz qu'avec la vente de pétrole. Voilà. Et cet argent reste en Iran. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et le fait est que les Russes, eux, se moquent des sanctions. Les Russes ont franchi la ligne, ils s'en fichent. Ils disent, ah oui, vous pensez qu'on ne peut pas le faire? Eh bien si, on peut. La Chine, elle joue encore avec les sanctions. En fait, la Chine a payé, André. Il parlait du système de péage dans le détroit d'Ormuz. D'après des sources iraniennes, on a appris que plusieurs navires chinois avaient traversé le détroit d'Ormuz avant la rencontre entre Donald Trump et Xi. Ils ont payé les frais, mais ils ont appelé ça des coûts d'entretien environnemental et logistique. Ils ont juste mis un autre nom dessus. Les Iraniens le savent. L'Iran sait très bien comment les choses se propagent. L'Iran connaît la situation. Le pays est au centre du jeu. C'est un pays clé là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit ou garder un œil sur l'ensemble du tableau, sur cette vision d'ensemble, si on veut. Ce n'est pas du tout noir ou blanc. Il y a énormément de nuances de gris. Il y a toutes sortes de couleurs dans cette histoire. Et encore une fois, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. La Russie a dit « Vos sanctions, on s'en fiche » et ils ont tout simplement franchi la ligne. Point final. Ils ont dit « On s'en moque ». Eh bien, la même chose est en train de se produire maintenant avec l'Iran. On s'en fiche. On peut imposer des sanctions. La Russie en a quoi? 26 000 maintenant. Donc les Russes s'en fichent, tu vois. L'Iran est le voisin. L'Iran est l'allié. Allons-y. Même pas besoin d'y réfléchir. L'Iran, qu'est-ce que tu veux comme arme? Très bien, c'est signé. Voilà, peu importe ce que dit l'Occident réuni. La Chine, elle, continue globalement à respecter, pas tout, mais beaucoup de choses liées aux sanctions. C'est pour ça qu'il y a une négociation où la Chine a dit « On va continuer à acheter du pétrole là-bas ». Mais encore une fois, ce n'est pas négociable. Avec la Russie, on ne peut pas juste arriver et dire « On s'en fiche, débrouillez-vous ». Non, la Chine veut régler ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où on commence à en discuter, comme si on cherchait une approbation, on montre tout de suite sa faiblesse. Il faut juste le faire. Ne demandez rien. Vous êtes assez grand, assez puissant pour dire aux États-Unis d'aller se faire voir. Mais la Chine dépend énormément de l'Occident. Et encore une fois, je veux insister là-dessus, surtout ce type-là, peu importe, ce bon seigneur, cet idiot du Conseil européen des relations étrangères. C'est lui qui a monté tout ça en 2007, avec l'argent de George Soros. Vous savez ce qui s'est passé ensuite?
La Chine s'est vue refuser les moteurs à réaction Pratt & Whitney pour ses... Vous parlez de Joseph Borrell? Non, 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 non. Lazarus, ou peu importe le nom de ce type, quelque chose comme ça. Non, non, je parle du gars qui a vraiment organisé le conseil. C'est un grand bonhomme du pays et c'est un mondialiste, enfin bref. Il a publié un article il y a 2 jours, repris par tous les grands médias européens. Il a dit qu'il fallait aussi clouer au sol tous les avions commerciaux, plus de 500 Airbus que la Chine utilise. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe. La Chine n'a pas de moteur à réaction moderne pour ses avions commerciaux. C'est pour ça qu'ils sont allés voir la Russie pour demander le PD-14. Mais c'est justement ce que beaucoup ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas en parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump a bloqué la livraison des moteurs Pratt & Whitney. Et devinez quoi? Le nouveau projet, qui n'est pas vraiment chinois, c'est en fait un avion occidental, le Comac 919. Devinez quoi? Il est complètement cloué au sol, il ne bouge pas. Ils ne peuvent pas le remotoriser avec les moteurs chinois qui sont bien moins performants. Du coup, tout le projet est parti en fumée. Et maintenant, vous avez ces gens-là, et lui, vous verrez, son nom est mentionné, vous pouvez trouver cet article dans The Guardian. C'était partout dans la presse européenne. Il a écrit que nous, en Europe, devrions nous comporter comme les Chinois, qu'on devrait immobiliser les 500 Airbus que la Chine utilise. C'est une catastrophe en réalité. Ils l'ont fait à la Russie, mais la Russie a ses propres avions, donc les Russes s'en sont sortis. La Chine, elle, ne peut pas faire ça. China cannot do that. I think China has seen what has happened with the case of Russia and Iran. Both countries, they wanted to negotiate with the United States, but it doesn't matter how big or little is the issue. They're not going to give up on, their objectives. Yeah. When you see Taiwan, I think Taiwan is so important for the United States right now because as you mentioned, they have an official sort of policy. C'est surtout d'envoyer plus de 11 milliards de dollars d'armes. Et oui, ils parlent bien de les envoyer à Taïwan. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement le genre de choses que les États-Unis pensent pouvoir faire librement. Et il faut bien comprendre, c'est tout le problème. Évidemment, les États-Unis ont besoin de la Chine, ça ne fait aucun doute. En réalité, les États-Unis et la Chine restent encore, d'une certaine manière, liés l'un à l'autre, malgré le fait que la Chine ait fortement réduit ses avoirs en bons du Trésor et qu'elle continue à s'en débarrasser. Évidemment, Trump est allé en Chine parce qu'il veut que la Chine finance les États-Unis, en gros, en rachetant ses bons du Trésor, qui aujourd'hui ne valent plus grand-chose. Et puis oui, il y a aussi l'agriculture, le soja, comme vous l'avez justement rappelé. Les États-Unis étaient le principal fournisseur de soja. Donc, il y a un intérêt mutuel. Alors, que puis-je dire? Les États-Unis pensent qu'ils peuvent offrir une sorte de privilège et les échanger contre ces privilèges qui, bien sûr, ne valent absolument rien. Les Russes l'ont compris tout de suite. Ils ont dit aux États-Unis d'aller se faire voir. Mais la Chine, elle, va négocier. Elle va négocier dans le sens de dire, bon, essayons de trouver quelque chose. Comment peut-on en tirer profit tous les deux? Mais les États-Unis s'en moquent, parce que dans l'esprit américain, on se dit, on est tellement grand, tellement formidable, tellement brillant. Même si le pays s'appauvrit, on continue de croire qu'on est admiré partout dans le monde. Ce qui franchement n'est plus du tout le cas. Mais en Chine, comme je l'ai déjà dit, il existe une couche sociale très forte, très influente, pro-occidentale et disons libérale. Et ce ne sont pas seulement des bureaucrates du parti, de l'armée ou des services de renseignement, peu importe. C'est aussi une grande partie de la population qui, encore aujourd'hui, reste tournée vers l'Occident.
La Chine est tellement fascinée par l'Europe qu'ils ont même construit un mini Paris. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a littéralement une ville qui ressemble à Paris, avec une tour Eiffel et tout ce qui va avec. Voilà comment les choses se passent. Il existe donc toujours, chez les Chinois, cette attitude assez particulière vis-à-vis de l'Occident dans son ensemble. Encore une fois, tout ça vient en partie du fait qu'ils voyaient l'Europe comme le principal consommateur des produits chinois. Et c'est en gros ce qui se passe. La Chine inonde, pour ainsi dire, l'Europe de toutes sortes de choses. Disons-le franchement, des voitures plutôt médiocres, mais elles sont moins chères, vous voyez. Donc ils veulent aussi en profiter, et c'est déjà le cas. Les Allemands déplacent une grande partie de leur production en Chine, notamment dans l'industrie automobile et dans des secteurs similaires. C'est donc un ensemble complexe, encore une fois, une interaction compliquée. Ce n'est pas juste une ou deux choses, il y a tout un engrenage, si on peut dire, qui tourne là-dedans. Et, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il faut attendre le communiqué de demain entre eux. Enfin, je pense qu'ils devraient publier la déclaration finale à la fin de la visite. C'est une visite d'État, donc ils doivent apparaître ensemble devant la presse. Ils sont obligés, vous voyez. Mais les Chinois, eux, resteront sans doute dans le même ton, avec des formules générales, des platitudes, pour couvrir les sujets. Et je ne pense pas que Trump soit capable de réparer quoi que ce soit, y compris avec la Chine. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, et comme vous l'avez justement souligné, les Chinois ont vu ce que font les États-Unis en matière de sanctions. Et contrairement à la Russie ou à l'Iran, la Chine, elle, est un peu sur la corde raide avec tout ça.